Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode 55 de l'Entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui, donc, je suis rejoint par Guillaume et Lounès, Roxy et John étant retenus ailleurs. Et au programme, on a deux sujets définis déjà et puis un sujet libre. Les deux sujets définis, c'est dans un premier temps donc des DLC sur Lightning. Donc on va revoir, je pense, prendre le temps de expliquer rapidement ce que sont les DLC et qu'est-ce que ça veut dire de faire des DLC sur Lightning et pourquoi c'est intéressant euh, et qu'est-ce que ça permettrait de faire à terme. Et ensuite, un deuxième sujet qu'on avait prévu déjà d'aborder la semaine passée, qui concerne alors ce qui a été nommé Wallet Policies par Salvatore Iguala, qui est développeur chez Ledger. Et en gros, c'est l'idée de pouvoir définir des politiques de dépenses au niveau du wallet pour permettre de facilement signer des scripts relativement complexes avec un appareil comme un Ledger, par exemple, ce qui aujourd'hui n'est pas possible parce que c'est pas compliqué soit d'utiliser ne serait-ce que ces scripts-là sur des devices qui ont des contraintes techniques et hardware, ou bien pour pouvoir le représenter de manière intelligible à l'utilisateur. Donc on parlera de ça aussi en deuxième sujet. Et en troisième sujet, s'il nous reste du temps, on verra où ça nous emmène tout ça. Sujet libre, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera bien sûr de cadrer un peu ça pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais, euh, mais voilà l'idée. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose avant qu'on commence. Non, très bien. Nickel. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite avec les DLC sur Lightning. Euh, donc peut-être pour introduire, qu'est-ce que c'est qu'un DLC? Donc en fait un DLC, ça ressemble un peu à un canal Lightning, mais plutôt qu'en gros d'établir un canal entre deux personnes pour pouvoir faire des paiements et participer à un réseau de paiement comme le Lightning Network. Les DLC, l'idée c'est qu'on va faire un canal entre deux personnes et on va parier sur quelque chose. Donc, par exemple, le résultat d'un match de foot. Et ensuite, on va aussi s'entendre sur un oracle qui va délivrer le résultat sur le pari en question. Et on va aussi s'entendre sur les termes du pari, c'est-à-dire chacun, il peut y avoir plusieurs types de résultats. Et en fonction du résultat, chacun des deux participants va pouvoir recevoir tel montant sur le pot commun. Et une fois que l'oracle donne le résultat, et automatiquement, les fonds sont envoyés on-chain, pour le cas d'un DLC classique, en fonction de ce qui avait été déjà entendu de base. Donc un DLC très simple sur un match de foot, ça peut être de dire, euh, par exemple, on fait un pari avec Guillaume. Guillaume parie que la France gagne et je parie que la Pologne gagne. Et en cas de match nul, aucun de nous deux n'a gagné. Et donc, si, là, en l'occurrence, avec le match qui vient de se terminer, ce serait Guillaume qui a gagné. Et donc, ce serait Guillaume qui automatiquement récupérerait les fonds dès que l'oracle a publié le résultat. Euh, et on peut imaginer, bien sûr, des DLC beaucoup plus complexes, avec plutôt que d'avoir juste deux possibilités, tout un arbre de possibilités. Par exemple, on aurait pu parier sur le score. Donc là, c'est un peu compliqué parce que on peut pas vraiment prévoir à l'avance quel va être le score et on doit signer en avance toutes les possibilités pour la transaction qui va permettre à chacun de récupérer ce qui lui revient. Mais donc, on pourrait se dire qu'on va faire un DLC où on dit que le score, il peut pas dépasser 10 pour chaque équipe. Mais donc, rien qu'en limitant comme ça, en fait, exponentiellement, on a beaucoup, beaucoup de trucs à signer. Mais bon, c'est pas grave, on fait ça. Et donc là, on peut avoir beaucoup plus de complexité, quelque chose de beaucoup plus granulaire euh, dans le traitement de ce qui se passe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il n'y a que la transaction qui correspond au vrai résultat, au résultat final annoncé par l'oracle, qui est publié on-chain et qui permet de finaliser, entre guillemets, le DLC et chacun repart avec ce qui lui revient. Donc ça, c'est pour les DLC. Euh, et maintenant, l'idée, c'est de faire ça sur Lightning parce que ça permet de pas tout régler on-chain, ça permet de scaler un peu mieux. Ça va permettre aussi éventuellement de faire rouler les DLC, donc de les arrêter plus tôt ou bien de les étendre dans le temps plus longtemps que ce qui avait été dit à la base, si bien sûr les deux parties sont d'accord. Euh, et donc on parle de ça cette semaine parce que il y a eu un article
publié par CryptoGarage, euh, où en gros, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils ont réussi à faire le premier DLC dans Lightning On-Chain, pardon, Mainnet. Voilà, et donc ils expliquent un peu comment ils ont fait. Alors, je sais pas si on va rentrer vraiment dans les détails parce que ça peut être très technique, mais il y avait il y avait des contraintes techniques un peu à lever pour pouvoir faire ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'idée que, donc en gros, ce qu'on fait quand on dit qu'on va faire un DLC dans Lightning, c'est que deux personnes ont déjà un canal Lightning, et puis elles vont décider, par exemple, qu'elles veulent faire un DLC dans ce canal Lightning, et donc elles vont faire une première transaction, mais off-chain, donc dans le canal. Donc c'est une transaction qui n'est pas publiée euh, a priori. Alors on peut la publier, ça peut arriver, mais c'est comme, bah, voilà, comme les transactions Lightning, quoi. Et pour pouvoir mettre de côté les fonds qu'on va utiliser dans le DLC et les fonds qu'on va conserver dans le canal Lightning normalement pour pouvoir faire du routing, faire des paiements, etc. Donc on va commencer par bien séparer ces deux fonds-là. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va avoir toute la logique DLC qui va concerner la partie des fonds qui sont impliqués dans le DLC. Donc on fait cette séparation initiale parce que ça permet en fait d'update la partie Lightning normale et la partie DLC de manière indépendante. Alors que si on ne séparait pas les fonds, bah, à chaque fois qu'on aurait par exemple une transaction qui passerait sur Lightning, on devrait prendre en compte ce qui se passe côté DLC pour faire la mise à jour des transactions d'engagement. Donc ce serait pas du tout viable. Donc c'est pour ça qu'on fait cette première séparation. Et une fois qu'on l'a faite, eh ben, la partie Lightning pure et la partie DLC, qui sont donc dans le même canal, techniquement parlant, peuvent vivre un peu indépendamment. Et on va pouvoir ensuite faire plein de trucs avec le DLC. Et donc ça permet de faire des choses assez intéressantes. Donc par exemple, ça peut permettre de dire que euh, si je fais un DLC qui correspond à shorter le prix de Bitcoin, par exemple, par rapport au dollar, donc ce qui est tout à fait possible, hein, il suffit d'avoir quelqu'un qui est d'accord pour faire le pari inverse de vous, bah, ça permet de dire que ça permet de conserver une partie du montant du canal de manière stable par rapport au dollar. Puisque d'un côté, on a des bitcoins, donc on va être long, et de l'autre, on va être short. Donc c'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois sur ce qu'on avait rapidement évoqué avec les dollars synthétiques, mais là, du coup, c'est avec des DLC. Ouais, Younes. Donc en fait, ça veut dire que tu présignes une transaction d'abord qui sépare les fonds dans deux outputs. Un output où c'est de l'IP de base et un autre où c'est et après, tu refais tes commitments par-dessus ce nouvel output. Et si jamais il y a un problème, tu publies tout en même temps. En gros, c'est ça. Il y a juste une transaction de plus intercalaire. Donc, en gros, t'as ton canal. Tu vas faire donc ce qu'ils appellent effectivement la splitting transaction, donc la transaction de séparation, qui te permet, voilà, comme tu l'as dit, de mettre d'un côté ce qui concerne DLC, de l'autre ce qui concerne la partie que tu gardes pour faire du Lightning normal. Et pour la partie de Lightning normal, après la transaction de split, tu fais une autre transaction qui s'appelle, eux, ils appellent ça la glue transaction, donc la transaction de colle. Et celle-là, elle sert juste parce que les time locks dans les transactions d'engagement, c'est des time locks relatifs. Et là, on a besoin d'avoir des time locks. Non, pardon, c'est pas des time locks relatifs, au contraire. Et donc, du coup, là, on a besoin de time locks relatifs parce que c'est ce qu'on a de l'autre côté, côté DLC. Et donc, la transaction de call, la glue transaction, elle sert juste à ça. Et donc, t'as juste une transaction de plus entre la split et les transactions d'engagement classiques côté Lightning. Et après, côté DLC, tu as aussi des transactions intermédiaires qui, elles, servent à garantir que tu peux, en toute sécurité, euh, prolonger un DLC au-delà de sa date prévue initialement. Et donc ça, c'est ce qu'ils appellent les buffer transactions, donc c'est des transactions de tampon. Et en gros, ça te permet de t'assurer que quand tu dis que, par exemple, on avait parié sur le prix du Bitcoin ce matin à 8 heures, mais on a décidé qu'on allait le prolonger jusqu'à demain 8 heures, notre contrat, ben on fait ça, on va intercaler une transaction de buffer qui permet d'être sûr que tout le monde a bien révoqué le contrat précédent et qu'on est bien passé au contrat suivant. Et donc, c'est toutes ces petites subtilités-là, effectivement, qui étaient les trucs un peu à dégrossir et à traiter, quoi, pour pouvoir faire ça sur Lightning. Ok, ok. Et du coup, si en parallèle, tu as un force close du channel, et ben ça enfin, publie uniquement le. Enfin, tu publies tout d'un coup et le DLC se retrouve on-chain. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Donc, ce que tu peux faire, effectivement, c'est que tu peux close le DLC, mais dans le canal. Donc,
voilà, ton DLC, il va pas toucher la chaîne, en fait. Mais par contre, effectivement, tu peux aussi close. Alors, je pense que tu peux close. Je sais pas, à vrai dire, faudrait voir ce que tu peux faire. Je pense pas que tu puisses close indépendamment, en tout cas aujourd'hui, la partie Lightning pure ou la partie DLC du channel sans close tout le channel. Peut-être que ça serait possible avec des développements ultérieurs. Je sais pas, par exemple, si splicing, peut-être, ça peut permettre de faire ce genre de choses. Mais voilà, effectivement. Bah, en fait, à partir du moment où tu as où t'as la transaction, je sais plus comment tu l'as appelé, la première transaction intercale quand tu divises là. À partir du moment où tu as cette transaction-là, forcément le DLC il se retrouve on-chain dans son output. Ouais, je pense aussi, ouais, effectivement. Après, tu vas te retrouver avec un DLC on-chain qui fonctionne pareil, juste il est on-chain, quoi. Ok. Et donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça permet de faire de nouvelles constructions assez intéressantes directement sur Lightning. Donc ça, c'est assez lié à tout ce qui est... il y a du travail en ce moment sur ce qu'on appelle les euh, generalized channels, donc des canaux plus généraux quoi, que juste les canaux Lightning, hein, où on peut faire entre guillemets que du paiement. Et donc l'idée de pouvoir faire autre chose que juste des paiements dans des canaux. Et donc là, d'avoir les DLC en plus, c'est voilà, c'est quand même déjà pas mal puissant. Et ça peut faire pas mal, enfin, ça ouvre pas mal de portes. Panta? Ouais, salut. C'était juste pour m'assurer que j'avais bien compris. Donc l'idée, c'est que le DLC, en fait, tout ce qui a été réfléchi dans le post dont tu parles, c'est toutes les transactions intermédiaires qu'il faut faire, qu'il faut signer pour pouvoir faire le DLC. Dans ma tête, je pense aux HTLC qui sont pas, quand tu force close un channel alors que tu as des HTLC qui n'ont pas été complètement, résolus. Si tu force close le channel alors que tu as des HTLC en cours, tu peux avoir des transactions intermédiaires. Tu sais, le HTLC, il faut au moins deux transactions justement pour pouvoir gérer ces histoires de timelog différents entre le timelog du HTLC et le timelog de la transaction du canal. Et du coup, est-ce que c'est bien le même genre de truc qui se passe ici? C'est genre, tu vas avoir une sorte d'output qui correspond à un équivalent HTLC d'un DLC en fait. Et du coup, tu vas avoir plusieurs transactions intermédiaires pour les différents cas de qui force close le channel, qui résout le DLC, etc. C'est ça? C'est ce que j'ai compris, ouais, c'est un peu la même idée. Ok, non, mais très Pour bien. moi, Moi, effectivement, ça ouais. paraît logique qu'il y ait de toute façon des transactions intermédiaires, mais c'est juste que dans la façon avec laquelle tu l'avais présenté au début, je m'étais dit, zut, il faut forcément passer on-chain pour pouvoir faire le DLC, mais non, en fait, c'est une fois que le DLC il finit de manière coopérative, du coup, on retrouve un channel tout à fait normal, sans trace du DLC on-chain une fois que ça a été résolu de manière coopérative, c'est ça? Ouais, Ouais, en fait, ok. je lis, c'est un peu neuf aussi pour moi, donc je lis un peu en même temps le truc, mais j'ai l'impression que la transaction, la glue transaction, donc celle qu'ils ajoutent, qu'ils intercalent entre celle où tu splits les fonds et celle qui concerne Lightning pure, euh, elle est là parce que donc tu veux rendre la transaction de split révocable À un parce que timing différent, hein. C'est parce que tu veux le faire à un ouais, timing c'est ça. différent. Donc du coup, tu es Voilà. obligé d'effectivement faire des outputs séparés pour le DLC parce que le DLC, il va avoir un timelock différent. Et donc ça, tu as besoin de créer une sortie de transaction supplémentaire qui sera dépensée par une autre transaction qui a encore un autre timelock différent, potentiellement si jamais le DLC se résout pas ou des trucs comme ça, quoi. Ou si le channel est force close ou des trucs de ce type-là. Enfin, après, ça devient très compliqué, mais du coup, oui, j'imagine qu'il y a tout un système de transactions intermédiaires qui sont faites off-chain pour gérer tous les cas, quoi. Pour gérer le cas où tu forces close the channel, mais que le DLC n'est pas résolu, gérer le cas où le DLC, il est résolu, mais pas de manière coopérative, gérer le cas où machin, etc. J'imagine que c'est ça l'esprit du truc, quoi. Mais à la fin, il n'y a aucune trace on-chain si tout le monde est d'accord sur le résultat du pari, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça qui se passe, quoi. Parce qu'à la fin, tu révoques toutes ces transactions intermédiaires une fois que ça a été résolu, si tout le monde est d'accord sur le fait que les fonds ils sont redistribués d'une certaine façon, quoi. J'imagine que par exemple, il doit y avoir dans le DLC des clauses liées à la clé de révocation du channel au cas où ta contrepartie publie la transaction avec le DLC alors qu'on s'était mis d'accord sur le fait que le DLC était résolu exactement comme un HTLC en fait. Enfin, c'est ce que je me dis. Ouais, il y a une notion Ouais. de révocation sur les HTLC, du coup, effectivement. Ouais. Euh,
Et donc, si on avait dit que le contrat du DLC c'était terminé, quoi, mais que tu publies quand même un truc qui se rapporte à ça, effectivement, je peux te punir en publiant autre chose. Donc ça utilise les adapteurs signature pour pouvoir, pour tricher, tu es obligé de révéler ce qui me permet de te punir derrière. Ouais, je vois le genre. Très bien. Ok. Bon, après, c'est du script lexique en fait, mais ça aurait pu être fait, je pense, avec du script, mais ils ont juste choisi de le faire en scriptless puisque c'est possible, vu que j'imagine que ça utilise Taproot à plein de niveaux là, les transactions intermédiaires et tout. Je sais pas, honnêtement. Bah, c'est juste que tu auras du mal à Ouais, faire. Je sais pas si c'est facile de faire du DLC sans Taproot en fait. C'est juste ouais, ça, ouais. quoi. Donc j'imagine que dans les sorties de transactions intermédiaires, même si le channel il est pas Taproot, j'imagine qu'il peut y avoir la sortie du DLC peut être une sortie Taproot justement pour faire du scriptless SIG avec ce que tu dis avec des signatures adaptées et tout ça quoi. C'est ce que je m'imagine. Après j'ai pas le détail, j'ai pas vu le post en question mais c'est ce que je m'imagine là. Je pense que tu t'imagines bien. Ok. Ouais, est-ce que quelqu'un a des questions dans notre audience? Bon, Euh, voilà. Bon, en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut faire enfin, on commence à pouvoir faire de manière. Donc, bien sûr, je précise quand même aussi que donc là, même si les personnes donc de Crypto Garage, qui ont fait tout ça, se sont amusées à faire une transaction mainnet, pour l'instant, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est prêt pour la prod. Ils le répètent eux aussi, hein. En gros, ils disent que si on utilise ça sur mainnet, le résultat le plus probable, c'est de perdre ses fonds. Donc, c'est pas encore complètement prêt, mais c'est super intéressant tout ce que ça ouvre comme possibilité pour faire plein de trucs off-chain mais en restant en possession de ses fonds. Euh, donc voilà, c'est assez intéressant. Bah, c'est sûr que les DLC on-chain sont assez limités, quoi. Vu que c'est on-chain, tu ne peux pas faire Ouais, des paris à tout va, etc. Alors que si tu portes ça sur Lightning, et ça ouvre vachement plus de possibilités pour en faire autant que tu veux, avec un moindre frais, etc. Ça pourrait permettre de répandre un peu plus les DLC, de répandre un peu plus les DLC, quoi. Parce qu'actuellement, enfin, ça existe plus ou moins on-chain avec Crystal Bull, etc. Enfin, mais en soi, plein de personnes l'utilisent. On peut voir ce que ça va donner. ouais. En fait, pour moi, le vrai truc qui est pas encore résolu, c'est si je veux faire un truc, trouver ma contrepartie. Enfin, tu vois, c'est tous les problèmes de carnet d'ordre entre guillemets. Mais typiquement, tu vois, ce qu'on fait chez Helen Markets aujourd'hui, on pourrait très bien le faire avec des DLC. Et Helen Markets serait contrepartie et ça permettrait d'éviter que les gens doivent renoncer à la custodie de leur coin juste pour pouvoir trader. Euh, Carrément. donc voilà, assez bullish, je trouve. Ouais, après, l'histoire du carnet d'or, c'est une autre, ça va pas ensemble. Mais c'est sûr qu'on aura besoin d'un carnet de trouver des contreparties, puis pour trouver des gens à faire des paris. Carrément. Bon, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet-là. Et sinon, on va enchaîner sur le deuxième, qui est donc Wallet Policies, donc qui était, en gros, c'est une proposition qui est propulsée par Salvatore, qui travaille chez Ledger. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des scripts un peu complexes sur des appareils, sur des hardware wallets comme les Ledger, qui ont des contraintes assez spécifiques. Donc, c'est ce qu'on appelle des systèmes embarqués. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on n'a pas beaucoup de mémoire, on n'a pas beaucoup de stockage, voire on n'a pas du tout de stockage dans le cas des hardware wallets, pardon, qui sont stateless. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on va pas retenir un truc d'une utilisation à une autre. Euh, et puis aussi, il y a la contrainte additionnelle, en plus des contraintes habituelles de tout ce qui est embarqué, qui est qu'on doit pouvoir faire passer à l'utilisateur ce qu'il est en train de signer. Donc, on doit pouvoir lui faire passer de manière qu'il comprenne pour être sûr que l'utilisateur signe bien exactement ce qu'il pense signer et qu'il n'y a pas de manipulation possible, par exemple par le logiciel sur l'ordinateur qui parle avec l'hardware wallet ou ce genre de choses. Euh, et donc ça, actuellement, c'est pas forcément facile à faire pour des scripts complexes. Et la proposition de Salvatore, du coup, c'est quelque chose qui est construit euh, au-dessus de mini-scripts et des descriptors pour permettre d'adresser ça. Voilà pour la présentation un peu rapide. Alors ça, pareil, j'ai pas eu le temps de creuser suffisamment dans les détails pour pouvoir en parler. Je sais pas si Panta, d'ailleurs, t'as pu creuser sa proposition, si tu veux nous faire
une Ah, preuve, je pense que ça sera mieux que ce que je peux faire. bon, je sais pas, mais j'ai pas creusé de ouf non plus, mais enfin, on l'avait vu nous présenter ça à un beat dev là. Mais en gros, l'idée principale, c'est que il reprend les mini-scripts. Donc dans mini-script, c'est un format enfin, on va dire que c'est un langage pour faire des scripts Bitcoin qui soient plus sûrs d'utilisation. Et donc, il est très inspiré, ce langage, ce qu'on appelle les output descriptors qui sont utilisés dans Bitcoin Core pour décrire les scripts, mais d'une autre façon. Et notamment, ce langage va combiner l'utilisation de BIP32 pour spécifier les clés qu'on utilise dans le script avec des genres de fonctions simples pour décrire les scripts. Donc, par exemple, quand on veut faire un script de type pay to public key hash, donc le script classique qu'on utilise pour les adresses tout à fait standards, eh bien on met un P2P, un P2KH et puis on met entre parenthèses la xpub de la clé qu'on veut utiliser. Et on peut potentiellement, en plus de ça, au début de la xpub, spécifier le chemin de dérivation avec laquelle en précisant la fingerprint de la master public key. Donc c'est la master public key du hardware wallet qui dérive toutes les autres clés publiques, qui dérive toutes les autres clés, quoi. Et le chemin de dérivation pour indiquer comment un hardware wallet peut retrouver la clé qui correspond à celle qui est nécessaire pour le script, pour signer le script. Et donc, ce langage de descripteur, il n'est pas complet dans le cas de Bitcoin Core. Miniscript, c'est pas non plus complet, mais Miniscript permet de faire plus de choses sur l'ensemble des scripts Bitcoin. On peut spécifier plus de choses dans Miniscript. On peut spécifier des time locks, on peut spécifier plein de trucs. Et Miniscript peut ensuite être compilé en script Bitcoin pour faire un script dont on peut garantir qu'il est à peu près safe. Et donc la première idée de Salvatore, sur laquelle il travaille depuis déjà pas mal de temps, c'est de mettre du Miniscript partout à la place de tout ce qui est output descriptor et compagnie. En gros, il veut que les gens, quand ils veulent vérifier leur politique, la politique avec laquelle ils vont signer les wallets, ils vérifient un mini-script. Et sa deuxième idée qu'il introduit dans ce BIP, c'est de séparer les clés du script. Parce que actuellement, les clés, du coup, les Xpub, c'est des trucs qui sont assez longs. Donc, si on veut commencer à lire le script sur le ledger, qui a quand même un écran qui est quand même pas très très grand, si on mélange les clés et le script, eh ben, à un moment, à force de lire des clés qui font à chaque fois, c'est quelque chose comme, je sais pas, une cinquantaine de caractères la clé. Donc du coup, on a le vide de se perdre à lire les clés et à pas retrouver où est-ce qu'on est dans le script quand on est en train d'essayer de vérifier sur le wallet. Et donc du coup, son idée, c'est de mettre au lieu de mettre les clés dans le mini-script, de les séparer ailleurs, d'avoir en gros un affichage où on affiche la politique qu'on est en train de signer, donc le script qu'on est en train de signer, et à la place des clés, il met juste un identifiant pour dire clé 1, clé 2, clé 3, etc. Et puis après, une fois qu'on a vérifié que la politique de script elle est bonne, le hardware wallet, il va afficher les clés. Donc il va dire la clé 1, c'est cette clé-là. La clé 2, c'est cette clé-là. Donc comme ça, on sépare bien ce qui est script, la politique qu'on signe de transaction, et les clés. Et donc, dans son BIP, il spécifie simplement des indicateurs, des wildcards, des trucs à remplir, des tokens pour dire, bah, là, je parle de la clé 1, là, je parle de la clé 2 dans un truc mini-script, en fait. Et c'est comme ça. Après, voilà, faut s'imaginer que tout ça, c'est encore plus complexe avec le fait que dans Taproot, il y a tout le mast à vérifier. Mais en gros, c'est une combinaison du travail de mini-script et en même temps un petit peu d'UX, un petit peu d'amélioration de l'expérience utilisateur en séparant mini-script, le script qu'on signe, des clés qu'on va utiliser pour la politique de wallet. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Voilà. Top. Non, mais super clair en plus. Génial. Et du coup, enfin, je sais pas, moi, je pense que ça serait aussi cool de voir des exemples de. Enfin, en gros, parce que ça, c'est vraiment utile pour des transactions un peu complexes. Là, pour ce que la plupart des gens font aujourd'hui, Ouais, c'est enfin, sûr. voilà, un ledger, Ça ça commence fonctionne à très être bien. utile que si tu fais du multisig, hein, Ouais, globalement. Si tu fais du multisig, du truc à la MyCitadel, un multisig avec des time locks qui font que tu as besoin de moins de clés lorsque le temps passe.
Là, ça commence vraiment à être utile pour ce genre de script-là, parce que sinon, c'est complètement illisible, hein. Concrètement, sur MyCitadel, quand il s'agit de vérifier que le script de MyCitadel, il est bon, c'est vraiment illisible. C'est impossible de comprendre ce qui se passe parce que, euh, parce que ça fait tout de suite des grosses lignes avec les clés qui sont énormes dans le script, ce qui fait que tu sais plus où t'en es. Enfin, donc c'est vraiment, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas terrible. Donc son idée, elle est vraiment intéressante pour notamment ce qui est du remplacement des clés par des placeholders, par des tokens, juste pour dire, bah là c'est la clé 1, là c'est la clé 2, et puis on va voir après pour vérifier de la vérification des clés, d'accord? Voilà, hop, on voit ça après. Donc globalement, dans l'implème qu'il propose, il a proposé en fait à côté de ce BIP, il a proposé une implémentation dans HWI, là, dans Hardware Wallet Interface. Donc ça, c'est le programme qui est utilisé par Bitcoin Core pour interagir avec les hardware wallets. Euh, En gros, il a fait une pull request dans ce dépôt Git pour ajouter des options d'affichage qui correspondent à ça, avec justement le script mini-script d'un côté et les clés de l'autre, et tu aurais des paramètres quand tu spécifies l'affichage d'une adresse sur le ledger, pour vérifier que l'adresse vers laquelle tu envoies, c'est bien l'adresse qui correspond au script qu'on t'indique et aux clés que, que tu as voulu indiquer. Bah, du coup, quand il modifie cette commande pour séparer la partie script de la partie clé, et donc tu aurais un argument qui correspond au script à afficher et un argument qui correspond aux clés à afficher. Et puis après, le hardware wallet te dérive l'adresse pour que tu puisses vérifier que tu envoies bien à la bonne adresse, quoi. C'est globalement ça le cœur du truc, quoi. Et dans sa pull request, on voit des images. Donc après, c'est intéressant parce que lui, il l'a déjà testé sur son ledger. Enfin, il a déjà fait ça sur ses ledgers, en fait. Il les affiche déjà. Donc on peut voir des captures de ledger qui t'affichent comment il va afficher le script et comment il va afficher les clés. Donc après, c'est ça qu'il faudrait regarder pour avoir une bonne illustration de ce que ça donne en termes d'expérience utilisateur, quoi. Carrément. Bah, il montre ça avec, enfin, il me semble, hein, si je me souviens bien, avec des multisigs relativement classiques. Et donc, mais je pense effectivement, ce serait, voilà, là où c'est encore plus intéressant, c'est avec des multisigs super complexes, voilà, avec Avec des time l'exemple locks des et trucs de tout. MyCitadel, ouais, c'est un bon exemple, ouais, carrément. Et il y a aussi un des trucs que j'ai trouvé intéressant, et si j'ai bien compris, c'est l'idée, pour simplifier l'UX, qu'en gros, tu vas enregistrer, donc il dit register, la policy sur ton wallet la première fois, quoi. Et après, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir la vérifier plus rapidement, Ouais, sans devoir ouais, te ouais. taper tout le truc forcément. Sans devoir se retraper toute la vérification. Mais en fait, tu as déjà ça. En fait, tous les wallets qui sont considérés. Enfin, si tu veux, aujourd'hui, un ledger, c'est pas ce qu'il y a de plus safe pour le multisig à cause de ça, à cause du fait que tu peux pas enregistrer la politique de signature du wallet. Dans la Coldcard et le Bitbox, ils font ça. Ils font de l'enregistrement de politique de multisig du wallet pour que justement tu leur inclus, quand tu fais un multisig sur les call cards, par exemple, il te dit, OK, en fait, il faut que tu passes un fichier d'une call card à l'autre pour que la call card, elle mette sa clé publique dans le fichier. Et à la fin, la dernière call card, elle récupère le fichier avec toutes les clés publiques de ton multisig et elle peut dériver les adresses de manière safe parce que tu as fait passer ton fichier de call card à call card sans jamais toucher un ordinateur, si tu veux. Et donc après, la call card, tu peux lui dire d'enregistrer le setup en question. Comme ça, elle va pouvoir revérifier que les adresses qu'elle va t'afficher, ce sont bien les bonnes adresses, que les adresses de change, ce sont bien les bonnes adresses, etc. Tu vois, que tu ne te fais pas avoir, que tu ne te mets pas à signer avec ton multisig un truc qui en fait ne renvoie pas l'argent vers ton multisig quand il s'agit du change, par exemple. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça que Coldcard te permet d'enregistrer la politique de multisig, de même pour le Bitbox. Et en fait, le Ledger permet pas de faire ça pour l'instant. Et effectivement, pour la raison que tu as dit, c'est que le signeur, quand il est stateless, c'est quand même plus sympa. Mais là, le but, c'est justement d'enregistrer la politique de multisig, voire même plus. Dans ce que propose Salvatore, en fait, c'est d'aller encore plus loin. C'est pas juste du multisig, c'est carrément n'importe quelle politique de signature qui correspond à un mini-script. Et une fois que tu as fait la vérification proprement, un petit peu en galère sur ton écran, qu'il aura essayé quand même d'améliorer l'expérience utilisateur, bah effectivement, tu auras un nom qui correspond à la politique de signature du wallet.
Et comme ça, le ledger, il pourra te dire, ah oui, alors là, je suis en train de t'afficher une transaction de cette politique de wallet là que tu as nommée comme ça, et ça renvoie bien tant de Bitcoin à machin et pas plus, quoi. L'adresse de change, c'est pas une adresse trafiquée et tout, quoi. Donc, il peut refaire cette vérification en utilisant juste le nom de ton setup que tu auras enregistré. Et c'est plus safe d'un point de vue expérience utilisateur parce que le truc vérifiera les clés publiques qui sont utilisées dans les adresses, indépendamment des autres hardware wallets que tu peux utiliser pour ton multisig par ailleurs. Tu vois, c'est ça, c'est ça le problème, quoi. C'est que si tu utilises plusieurs hardware wallets, qu'est-ce qui te dit que les autres hardware wallets sont safe, en fait? Dans l'histoire, est-ce qu'ils font bien le truc, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, chaque hardware wallet est autosuffisant pour vérifier que le multisig que tu es en train de signer, c'est bien le bon, quoi. C'est pas un truc que tu n'avais pas, avec lequel tu n'étais pas d'accord au départ, quoi. Et donc, pour l'instant, il n'y a que la Coldcard et le Bitbox qui font ça, et uniquement sur les multisigs. Donc là, ce qu'ils proposent de faire, c'est un truc un peu plus gros, sur tous les mini-scripts possibles et tout. Voilà, c'est ça l'esprit, quoi. Trop bien, super. Bah, en tout cas, c'est plus clair pour moi aussi la portée de cette proposition. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques sur le sujet. Vous pouvez nous rejoindre pour discuter avec nous. Ouais, Younes. Je tiens à mentionner qu'on a bien de la chance d'avoir quelqu'un comme Salvatore chez Ledger pour redresser un petit peu le niveau. Bah, le Salvatore fait un super taf, hein. Là, Incroyable, euh, ouais. c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Là, le mini-script, c'est vraiment big, parce que c'est vraiment une grosse proposition qui va vraiment rendre le ledger très très intéressant pour faire des trucs assez complexes. Donc c'est vraiment très bien. Et puis on sait qu'il y a d'autres choses par ailleurs qui vont venir derrière, avec potentiellement des trucs qui ressemblent à des HSM et tout. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant ce qu'il fait. Ça va être tip top une fois qu'il aura sorti tout ça, le Salvatore. Le ledger va être un très très bon hardware wallet pour Bitcoin, hein. Ça va être très très bien. Tu mentionnes les HSM, effectivement, parce que du coup, donc pour rapidement expliquer ce que c'est un HSM, donc HSM, je ne sais même plus ce que ça veut dire exactement, c'est C'est hardware, Hardware Secure Module, je crois, ou un truc comme ouais, ça. c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est module, ouais, t'as raison. Et en gros, c'est quelque chose qui est déjà utilisé pas mal dans les boîtes qui doivent gérer des clés pour, je sais pas, par exemple, signer des messages de manière automatique. Et donc, en gros, la clé, elle est dans le HSM et le HSM va signer et quand il reçoit une requête, et il peut avoir certaines policies lui-même sur le HSM qui vont lui dire, par exemple, tu as le droit de faire que 1000 signatures par jour et au-delà, il va falloir que tu déclenches une alerte parce qu'il y a peut-être quelque chose de pas normal qui se passe ou des choses comme ça. Et du coup, là, si on a des policies comme ça, on peut mettre le ledger en mode HSM et lui faire signer et lui dire, par exemple, si ça correspond bien à telle policy, tu peux signer, ça, il n'y a pas de souci. Euh, et j'imagine après, on peut ajouter plein de trucs au-dessus pour dire que si ça concerne telle policy, il faut peut-être pas en signer 10 par jour, ce genre de choses. Ouais, il y a déjà ça sur la call card qui existe. Je sais pas si après il y en a pas beaucoup qui l'ont essayé en général parce que c'est assez difficile d'accès. Mais la call card permet déjà de faire ça avec notamment des politiques de combien de Bitcoin la call card peut envoyer par jour de manière automatique ou sans plus de check. On peut mettre en place aussi des whitelists. Donc par exemple dire la call card elle peut envoyer autant de Bitcoin que tu veux, mais que à cette adresse-là par exemple. Et donc tous ces checks-là sont des checks qui sont quand même assez complexes par rapport à juste un HSM classique. C'est-à-dire que les HSM, ils sont enfin, l'usage de base, c'est de signer des certificats globalement, et souvent la vérification du certificat en lui-même, de son authenticité et tout ça, est pas forcément très. Enfin, il y a des choses qui sont faites, quoi, mais elle vérifie qu'on signe un certificat, mais on peut très bien lui faire signer un certificat de manière malicieuse. C'est pas forcément évident. Mais là, ce qui est bien, c'est que le mode HSM sur des hardware wallets, il pourrait vérifier le nombre de Bitcoin qui est envoyé. Il pourrait vérifier combien tu en as envoyé dans la journée et reset à zéro par jour ou par semaine ou par mois. Euh, Ça peut être très utile, par exemple, des trucs qu'on était en train de réfléchir avec Lounès, ça peut être très utile pour faire du mix de Bitcoin dans un cold wallet, puisque du coup, le HSM, il pourrait permettre de signer les transactions de mixage, mais comme il vérifie qu'on envoie zéro Bitcoin, bah, du coup, il permet de signer les transactions de mixage, mais pas d'autres transactions, ce qui permet de garder l'aspect cold wallet
de la chose tout en continuant de mixer ces bitcoins dans des CoinJoin ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment plein d'applications super intéressantes à avoir un mode où effectivement on peut contrôler de manière assez fine combien de bitcoins on envoie via justement l'autorisation de signature du HSM qui peut avoir plusieurs politiques. Par exemple, la Coldcard, on peut avoir des limitations dures comme ça dans le temps, mais on peut avoir des cas où on peut valider directement physiquement sur la Coldcard qu'on veut envoyer plus, par exemple, en tapant un code qui ne s'affiche que sur la Coldcard en physique. Donc, ça permet de s'assurer qu'on est à proximité quand on veut faire une transaction qui dépasse, entre guillemets, les bornes qu'on s'était fixées. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Mais voilà, même lorsqu'on te présente les choses de manière simple, il y a tellement de possibilités que ça en est, voilà, enfin, c'est impossible de tout essayer, quoi. Mais c'est vrai que si on avait ça sur le Ledger, ce serait super intéressant pour, bah, on imagine qu'après, le Ledger, il serait connecté à une Raspberry Pi et effectivement, on pourrait autoriser des transactions vers des setups plus ou moins complexes avec des multisites plus ou moins sympas ou faire du mixage sur le Ledger, quoi. Donc, c'est vraiment assez intéressant quand même. Bon, maintenant, enfin, c'est toujours assez compliqué d'être sûr que le truc code bien les conditions de vérification de l'envoi d'une somme correctement. Et là-dessus, il y a plein de choses encore à faire, donc on en est très loin. Mais voilà, c'est une perspective qui est extrêmement intéressante au travail de Salvatore, quoi. Hâte de pouvoir mixer ça en un peu correct. Ah bah, ce serait trop bien parce que ce qui est bien, c'est que du coup, on mixe dans le cold wallet, quoi. Donc, on n'a même plus à se poser la question de à partir de combien de mix je veux envoyer mes bitcoins vers le cold wallet ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment Ouais, très, très pratique, quoi. tu peux juste mixer en continu tes coins qui sont dans ton code storage et c'est parfait. Ça peut Mais être. du coup, ça, tu peux. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, mais du coup, si j'ai bien compris, ça, tu peux en théorie le faire aujourd'hui avec un cold card. Alors, tu peux Non, pas non, faire du non, pas mixage avant. comme ça avec la Coldcard parce qu'on a vérifié en fait la vérification des conditions de montant envoyé de la Coldcard n'est pas fait correctement pour pouvoir faire ça pour pouvoir faire du mixage avec. Pour Ok, l'instant, avec il la pense que tu Coldcard, envoies vraiment à l'extérieur et alors qu'en bah, fait, en ça fait, revient vers la toi. Coldcard, elle comprendrait que tu renvoies de l'argent vers une adresse que tu contrôles, mais elle comprend pas que le reste de l'argent qui est dans la transaction ne vient pas de toi. Et donc, du coup, tu prends par exemple, tu prends Whirlpool, par exemple, imagine tu es dans la pool à 1 million de Satoshi, et là, on t'invite dans un mix, et tu vas envoyer 1 million de Satoshi vers toi-même. Donc, ce 1 million de Satoshi, la Coldcard peut vérifier que tu l'envoies vers toi-même, et donc, du coup, c'est bon, il y a pas, c'est pas c'est pas de l'argent que tu envoies. Par contre, les 4 autres millions de Satoshi qui sont envoyés aux 4 autres personnes qui sont dans ton mix, bah, il va penser que ça, c'est 4 millions de Satoshi que tu envoies. Et donc ça va pas. Parce que, en fait, ces 4 millions de Satoshi viennent des mêmes personnes. Elles viennent pas de toi. La Coldcard vérifie pas que l'argent, l'origine de l'argent, elle vérifie pas que c'est toi. Enfin, elle pense que c'est toi qui est à l'origine de toutes les inputs, en fait. Ce qui est Carrément, ok. ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, mais du coup, là, dans le cas de mixage avec la Coldcard, bah, du coup, ça devient pas safe parce que il faudrait laisser la Coldcard autoriser l'envoi de 4 millions de Satoshi sur des transactions de mixage. Et donc, du coup, ça veut dire relever la limite d'envoi sur la Coldcard par jour. Sauf que du coup, cette limite d'envoi, elle peut être exploitée pour envoyer l'argent non pas non pas avec des transactions de mixage, mais juste avec des transactions qui volent les fonds, quoi. Donc ça va pas. Ce qu'on voudrait, c'est que la Coldcard, on lui mette une limite de littéralement zéro. Qu'on dise, moi, je veux pas que tu puisses envoyer d'argent avec la Coldcard qui est pourtant branchée en mode HSM, mais qu'on l'autorise à signer des transactions qui te renvoient littéralement l'argent que tu envoies à chaque fois. Et pour l'instant, on peut pas le faire parce que la Coldcard, elle pense que tu envoies de l'argent quand on regarde les autres sorties du CoinJoin, en fait. Donc pour l'instant, on peut pas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut regarder en détail comment c'est codé dans les logiciels, etc. Et heureusement, normalement, ça devrait être vérifiable. Enfin, dans le cas de la Coldcard, c'est vérifiable parce que bah, c'est dans le firmware. Dans le cas du Ledger, on devrait pouvoir vérifier aussi parce que ce sera dans l'application Bitcoin, ce ne sera pas dans l'OS du Ledger. L'OS qui, lui, est fermé en termes de source de code. On devrait pouvoir vérifier. Bon, faut s'en assurer, quoi. On en rediscutera avec Salvatore quand la situation se posera, si elle se pose un jour. Voilà. Génial, ça marche. Super clair. Euh, voilà, moi, j'ai pas trop de questions de plus. Donc actuellement, voilà, c'est super. On peut mixer avec sa cold card vers le code storage, mais uniquement si on mixe tout seul. Euh,
Ce qui est quand C'est même bon à pas ouf pour savoir. du mixage. Non, mais par contre, tu peux faire des multicycles, quoi. Si tu veux, tu peux faire un Ouais, multicycle qui est semi-cold wallet, semi-hot wallet, quoi. C'est quand même intéressant, mais bon, c'est tout de suite plus limité, quoi. Et pourtant, ils y ont réfléchi au cas d'usage de faire des coin joins avec une call card dans HSM, hein. Ils y ont réfléchi, mais ça a pas été, ils sont pas allés jusqu'au bout du truc, on va dire. Donc pour l'instant, c'est pas possible. ça marche, très bien. Euh, voilà, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, a une question supplémentaire sur ce sujet. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le petit bouton en bas à gauche pour demander la parole. Euh, voilà. Sinon, je pense on peut peut-être clôturer, ça va bientôt faire 1 heure. Je pense que c'est pas très Oui. grave si on fait pas le troisième sujet libre. J'aurais bien mentionné quand même le spacing, Ouais, bien sûr. comme il y a Eclair et Core qui ont annoncé. Bon, on a Adrien de le dire. En fait, bon, d'abord, on va prendre la question d'Adrien après. Attendez? Très bien, Cool. ouais. Merci pour tous les mots très heureux à propos de Salvatore. Et clairement, c'est des idées qu'on a chez Ledger, tout ce que vous imaginez en termes d'usage, sur comment tu laisses un anneau connecté à un nœud à la maison. Après, se pose la question de quel type de sécurité tu mets sur l'accès physique à cette clé. Mais clairement, j'espère vraiment qu'un jour on puisse sortir ça. Évidemment, ce sera pas demain, mais tout le boulot de Salvatore, c'est vraiment d'enabler, de pouvoir un jour pouvoir faire ça, parce que il faut que la Bitcoin puisse le faire. Mais clairement, vous avez, on espère pouvoir faire ça. Et merci pour pour poursuivre le taf de Salvatore. C'est sympa. Pas d'autres questions. Bah, merci à toi. Et puis non, mais c'est un plaisir. C'est trop cool ce qu'il construit. Donc nous, on peut que suivre et, euh, et commenter, quoi. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup de ton intervention. Loulou, tu voulais parler du spacing, du coup? Et je t'entends pas. Je sais pas si je suis le seul. Je l'entends pas non plus. Je crois qu'il tente de se reconnecter. Absolument. Yes, Ok, nickel. nickel. Alors, du coup, j'étais en train de dire que j'aurais bien discuté du fait du spacing, parce que cette semaine, il y a Core et Eclair qui ont sorti, ou alors Airbase pour du spacing dans leurs implémentations, quoi. Donc, peut-être expliquer vite fait ce que c'est et puis à quoi ça sert. Ouais, carrément. Euh, Bah, du coup, le splicing, c'est l'idée de pouvoir redimensionner un canal sans le fermer. Parce qu'actuellement, en théorie, quand vous ouvrez un canal, vous envoyez des fonds sur une adresse multisignature, c'est ça en fait l'ouverture d'un canal. Et combien vous envoyez, ça définit ce qu'on appelle la capacité du canal, qui est du coup la borne maximale que vous allez pouvoir envoyer au sein de ce canal. Et l'idée de splicing, c'est de pouvoir modifier ce montant-là au travers de une seule transaction on-chain. Donc, en gros, vous allez faire une transaction qui va ajouter des fonds ou en retirer du canal. Et donc, en envoyant ou en des fonds dessus ou en retirant des fonds de l'adresse multisignature, en gros. Alors que si vous aviez besoin de fermer et puis de rouvrir un canal plus grand ou plus petit, bah là, ça fait 2 transactions. Donc, on divise par 2 on divise par 2 l'empreinte on-chain de la modification de la taille des canaux. Et si je comprends bien l'historique, et donc corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que ça fait, mais je confonds peut-être avec dual funding, cela dit. Il me semble que, oui, non, je crois que je confonds avec dual funding, parce que j'allais dire qu'il me semblait que sur CLN, donc sur Core Lightning, ça marchait entre nœuds Core Lightning depuis un certain temps, mais que, et en gros, là, Non, il non, c'est travaillait vrai. avec, c'est dual ça, hein, c'est dual funding, ouais. Ouais, tu confonds. Ok. Et par contre, je crois j'avais vu passer des discussions entre Core Lightning et Eclair sur des. J'ai l'impression que les dernières discussions, c'était justement sur tout ce qui est standardisation, pardon, euh, pour le splicing, pour que ça marche bien entre les deux, mais je confonds peut-être encore avec Dual Funding. Bon, moi, je crois que j'ai pas vu de. Enfin, ça fait un certain temps qu'on en parle, mais qu'il n'y avait pas eu d'avancée. Donc, je sais pas, mais le dual funding, c'était déjà possible même avec LND. Mais bon, après, c'était toujours un peu spécial parce qu'il fallait utiliser Balance of Satoshi. Mais ouais, le splicing, on n'avait rien eu encore. Mais après, c'est surtout pour Phoenix qu'ils en ont besoin. J'ai cru comprendre
que ça les arrangerait bien parce que ça leur permettrait d'avoir qu'un seul canal avec un utilisateur entre A5 et l'utilisateur de Phoenix. Donc je crois que c'était surtout pour ça qu'ils voulaient. Après, bah oui, effectivement, il y a l'aspect économie de transaction et je crois aussi surtout que ça permet de ne pas interrompre le canal, contrairement au cas où si tu le fermes et où tu le réouvres, tu vas devoir arrêter enfin, tu peux plus faire de transactions via le canal quand il est dans cet état intermédiaire. Alors que là, dans le splicing, je crois comprendre que tu peux continuer de faire des transactions alors que la transaction de splicing on-chain, elle n'a pas encore été confirmée. Je suis pas trop sûr de ça, mais ça me paraît possible. Ça me paraît pas déconnant non plus. Et là, ça, j'avais jamais effectivement fait attention à cette notion-là. Mais oui, c'est cool si c'est le cas. Parce qu'effectivement, il y a Phoenix, mais il y a Breeze, et puis plus généralement, pas mal de LSP qui ont cette problématique ils te fournissent de la liquidité et un certain montant. Euh, c'est vachement avantageux pour eux de pouvoir redimensionner sans couper le canal. Par exemple, si tu filé de la liquidité mais que tu l'utilises pas, ou s'ils ont besoin d'en redéployer rapidement parce que tu en as besoin. Et Spicing, ouais, c'est l'outil parfait pour ça, effectivement. Et Mais du coup, c'est aussi surtout que ça leur permet de pas avancer beaucoup de liquidités à leurs utilisateurs, au sens où, mettons que le gars il reçoit un paiement de $100, bon bah ils mettent la liquidité pour qu'il puisse le recevoir, et s'il en reçoit après, bah ils peuvent splicer pour réaugmenter encore sa liquidité, pour augmenter la taille du canal en fonction de combien il a besoin pour recevoir des paiements. Alors que sinon, dans le cas où ils n'ont pas le splicing, ils sont obligés de prévoir un canal qui est assez gros, mais ils peuvent pas non plus mettre un canal d'une taille énorme par rapport aux besoins de l'utilisateur, parce que sinon ils committent de la liquidité et ils se retrouvent à sec, quoi, en termes de liquidité pour les autres utilisateurs. Donc ça leur permet de jouer un peu plus ric-rac sur la liquidité qu'ils mettent en place pour leurs utilisateurs, et ça leur permet de la gérer dynamiquement. Donc pour eux, c'est très intéressant. Tout ça sans interruption du service pour l'utilisateur qui aurait qu'un seul canal, du coup. Donc c'est quand même assez intéressant pour ça, quoi. oui, Ouais, ouais, tout à fait. il le disait aujourd'hui sur Twitter à 5 que c'était pas du tout viable pour eux d'ouvrir des canaux plus grands, beaucoup plus grands à chacun de leurs utilisateurs, parce qu'évidemment ça bloque de la liquidité, etc. C'était sur la conversation qu'il y avait avec NVK qui parlait de son expérience, c'est ça, hein? Ouais, je crois, Euh, ouais. c'est peut-être, enfin il y a Peter Todd aussi dedans, je sais, mais Ouais, ouais, c'est ça, cette conversation, ouais, effectivement. Ouais, ils disent qu'ils sont working on it, donc soon TM. ouais, carrément. Il y a NVK qui leur a laissé 4 semaines, il me semble. C'est ça. Il avait laissé 2 semaines, puis 3, et là, je crois qu'il est passé à 4 parce que il a vu que c'était peut-être un gros morceau. Bon, ben, très bien. On en reparlera. Pardon, Luna, est-ce que tu allais dire un truc? Non, non, je vais dire exactement la même chose que toi, donc vas-y. Super, génial. On est synchro. On en reparlera en tout cas, effectivement, quand ce sera là. Donc, normalement, dans l'entonnoir numéro 59, si les délais sont tenus. Clin d'œil à 5. En tout cas, voilà, merci beaucoup tout le monde pour votre présence ici. Merci Panta pour ta participation. Merci aussi Adrien. Merci Salvatore aussi pour ton travail si tu nous écoutes en différé. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un prochain épisode. Euh, D'ici là, n'hésitez pas, si vous nous réécoutez sur YouTube ou sur notre application de podcast préférée, à nous mettre 5 étoiles, à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous pensez du show. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dimanche prochain à 18h sur Twitter. Comme ça vous permettra de participer avec nous, comme vous avez pu l'entendre dans cet épisode. N'hésitez pas aussi à nous proposer vos sujets. On est toujours à l'écoute si jamais vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier. On vous promet pas de le faire, mais voilà, ça peut être intéressant. Et puis voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bonne fin de week-end et à bientôt. Bisous. Salut tout le monde! Bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!